Bonjour à tous. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous accueillir pour ce webinaire où nous vous présenterons les grandes lignes de l'étude de potentiel sur la filière de l'hydrogène de la transition, en lien avec la transition énergétique du Québec. Étude dont la réalisation est en lien avec la mise en œuvre du plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétique du gouvernement. Mon nom est Mathieu Paillard, je suis directeur des stratégies énergétiques chez Transition énergétique Québec. Et pour ceux et celles qui pourraient ne pas nous connaître, nous sommes une société d'État qui a été créée en 2017 et qui a pour mandat de coordonner et de faire la promotion, mais surtout de coordonner l'ensemble de l'effort au niveau de la réalisation des travaux à réaliser pour atteindre les cibles gouvernementales en matière de transition énergétique. Donc, essentiellement, en résumant, dans le fond, passer des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. En ce qui a trait au format du webinaire d'aujourd'hui, nous avons une séquence de présentation qui aura une durée d'environ 50 minutes et qui sera suivie par une période de 10 minutes de questions. Pendant la présentation, vous comprendrez que les micros seront fermés et nous vous invitons par contre à écrire vos commentaires et vos questions dans la section de clavardage qui se trouve à droite de l'écran. Ces questions seront réutilisées pour la période de questions vers la toute fin. Maintenant, sans plus attendre, laissez-moi vous parler de nos présentateurs. Donc, d'abord, Richard Gagnon, qui fait partie de l'équipe de Transition énergétique Québec depuis maintenant 2 ans. Il agit comme coordonnateur aux stratégies énergétiques. Richard est titulaire d'un doctorat en génie mécanique et ses travaux ont porté sur les aspects énergétiques et environnementaux des bâtiments. Avant de s'impliquer activement dans le secteur de la transition énergétique, il a accumulé quelques années d'expérience dans le secteur industriel à l'international. Citoyen engagé pour la transition énergétique, il a mis à profit son expérience et ses connaissances dans la réalisation de l'étude que Monsieur Philippe Tanguy est directeur général de Polytechnique Montréal depuis 2 ans et demi. Il a été professeur en génie chimique jusqu'en 2008, donc 15 ans au département de génie chimique de Polytechnique Montréal, comme titulaire de 2 chaires de recherche industrielle. Par la suite, il a occupé pendant 9 ans le poste de directeur scientifique adjoint de Total. Une de ses missions était d'accompagner la transition énergétique en Europe. Pour ce faire, à ce titre, il a notamment co-créé le Hydrogen Council, annoncé à Davos en 2017, et co-rédigé l'étude technico-économique sur l'hydrogène de cette même organisation, présentée à la COP23 de Bonn en 2018. Monsieur Jonathan Barbeau-Barry fait partie de l'équipe du CIREG depuis un peu plus d'1 an, et agit à titre d'analyste principal au volet social. Il est titulaire d'une maîtrise en sciences de l'environnement et ses travaux ont porté sur les liens entre les approches cycle de vie, la comptabilité écosystémique du capital naturel et la mesure des composantes sociales de ces outils. Après une expérience au sein de l'espace de concertation sur la pratique d'approvisionnement responsable, il rejoint l'équipe du CIREG où ses compétences multidisciplinaires servent des mandats liés à l'acceptabilité sociale et à la modélisation d'impact socio-économique. Maintenant, sans plus tarder, je cède la parole à Richard Gagnon pour la présentation. Richard. Oui, donc merci Mathieu. Sans plus tarder, je vais prendre le contrôle de la présentation. OK, donc me voilà avec le contrôle. Merci beaucoup. Donc, la présentation va être divisée en 6 grandes sections. Donc, tout d'abord, une présentation du mandat. Ensuite, Philippe va vous parler du volet C, qui est le cœur de l'étude. Ensuite, ce volet C-là a été soumis aux acteurs économiques. Donc, Jonathan va vous parler des réactions et prises de position des acteurs économiques. On va ensuite parler des occasions et défis du déploiement de la filière. Et Philippe va faire une conclusion pour vous dire ce qu'il faut retenir. Et si on a toujours un peu de temps, il y aura une période de questions. Et si on a manqué de temps, on s'assurera de répondre à vos questions par courriel. Et il sera également possible de consulter les documents de l'étude qui, eux, pourront aussi probablement répondre à vos questions. Donc, voilà. Donc, d'où est née l'initiative d'y aller vers ce mandat? Eh bien, si on regarde l'historique de l'hydrogène au Québec,
ça date quand même de plusieurs années. Donc, pour ceux qui sont moins au courant, déjà dans les années 80, l'IREC, donc l'Institut de recherche d'Hydro-Québec, réalisait déjà des études sur les électrolyseurs et les piles à combustible. Pourquoi? Parce que déjà à cette époque, on voyait l'hydrogène comme un vecteur énergétique d'avenir qui pourrait nous aider à décarboner notre économie. En 1993, il y a également l'Institut de recherche sur l'hydrogène à l'Université du Québec à Trois-Rivières qui a été créé, elle aussi menant des travaux de recherche sur notamment les matériaux et d'autres aspects de la filière hydrogène. L'École polytechnique Montréal a également mené des recherches dès les années 90 sur les piles à combustible et plus récemment, tout ce qui touche à l'ingénierie de l'hydrogène, donc la valorisation, par exemple, du CO2 combiné avec l'hydrogène pour en faire des produits à valeur ajoutée. D'autres universités québécoises ont également fait plusieurs recherches dans le secteur de l'hydrogène. Malgré un engouement dans ces années-là pour l'hydrogène, son essor s'est un peu réduite au secteur de la recherche. Sinon, on a vu l'utilisation de l'hydrogène dans des secteurs comme les raffineries, puisque c'était un secteur essentiel. Mais là où ce n'était pas essentiel, l'hydrogène ne s'est pas développé en dehors du secteur de la recherche. Par contre, si on regarde ce qui s'est passé dans les dernières années, on voit qu'à l'échelle internationale, on a eu une montée en intérêt et en investissement de la filière de l'hydrogène avec une perspective hydrogène vert. Une spécificité qui va être approfondie par Philippe. Pourquoi? Parce que désormais, on réalise que dans certains secteurs, l'hydrogène va être essentiel pour la transition énergétique. Si on regarde par exemple en Allemagne, au Japon, aux États-Unis, en Corée, en Chine, il y a déjà des investissements massifs avec des feuilles de route bien détaillées qui démontrent d'ici les prochaines années quels vont être les investissements et dans quel secteur. Le Hydrogen Council a été créé en 2017, réunissant environ 80 chefs d'entreprise de grande taille dans les secteurs d'énergie et du transport, avec une mission, favoriser l'essor de l'économie de l'hydrogène. Si on regarde maintenant tout récemment, le Canada a publié une version pour consultation auprès des provinces sur une stratégie de l'hydrogène qui devrait être finalisée d'ici la fin de l'été 2020. L'Agence internationale de l'énergie va un peu dans le même sens. Si on regarde une des citations qu'ils ont fait récemment, on dit que l'hydrogène va jouer un rôle majeur dans des secteurs là où elle était complètement absente à l'origine. Donc, par exemple, le secteur des transports, du chauffage des bâtiments ou de la génération d'électricité. Si on regarde toujours sur un graphique de l'Agence internationale d'énergie, ici, ce qu'on voit, c'est la croissance de l'hydrogène vert, donc sans émission de carbone. On peut voir, par exemple, de 2010 à 2019, une faible croissance. Par contre, si on regarde 2020 à 2023, on voit les projets qui ont été annoncés et on est environ à 1,5 million de tonnes annuelles. En 2030, si on regarde les cibles qui ont été définies par différents pays, on voit que cette production d'hydrogène-là pourrait avoisiner les 8 millions de tonnes annuelles. Donc, toujours pour de l'hydrogène vert. Si on regarde maintenant la production d'hydrogène, toutes couleurs confondues, donc l'hydrogène produit notamment par le gaz naturel, là, c'est une croissance qui est vraiment importante. Donc, on passe de tout près de 100 millions de tonnes en 2015 annuels à un peu plus de 500 millions de tonnes annuelles, et ce pour divers secteurs, donc stockage d'électricité, mobilité, pour les grandes industries, l'injection dans les gaz, dans les réseaux gaziers, etc. Maintenant, si on regarde plus dans le contexte québécois, ce qui s'est passé au cours des dernières années, là aussi, il y a eu de la mouvance. Donc, déjà en 2017, Transition énergétique Québec a contribué au développement d'un banc d'essai pour des véhicules électriques à pile à combustible, donc qui allaient être testés dans un contexte nordique. En 2018, il y a eu la création d'un comité directeur sur l'hydrogène au sein de quelques ministères et organismes du Québec, dans le but justement d'échanger sur nos stratégies respectives et comprendre un peu
en quoi ça pourrait nous être utile, puis comment allier nos forces et nos efforts pour avoir des approches structurantes et cohérentes. En 2019, Hydro-Québec, dans son plan stratégique, a fait mention d'investir dans la production d'hydrogène vert, donc utiliser l'électricité renouvelable dans des électrolyseurs pour produire de l'hydrogène décarboné. Enfin, en 2019, Teck a signé 2 ententes de collaboration avec des homonymes internationaux, soit en France avec l'ADEME et avec DENA en Allemagne, afin d'échanger et discuter et collaborer sur des dossiers, notamment en lien avec l'hydrogène, mais aussi une collaboration un peu plus large que la simple hydrogène. Donc, tous ces éléments nous ont mené à l'intention de réaliser faire réaliser un mandat. Et pourquoi? Parce qu'on voulait en savoir un peu plus sur la filière de l'hydrogène, mais en contexte québécois, avec nos réalités énergétiques, nos réalités industrielles. Donc, avoir une vision plus claire sur le Québec et ainsi être en mesure de fournir au gouvernement québécois un portrait réaliste, objectif et actuel du paysage technico-économique et des enjeux liés avec la filière de l'hydrogène au Québec. On voulait également, comme objectif, que le mandat puisse nous aider à proposer des pistes d'action gouvernementale qui permettraient de soutenir le développement de cette filière au Québec. L'étude est réalisée conjointement par Transition énergétique Québec et le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et est divisée en 4 volets. Un premier volet chacun des volets sont divisés par rapport, donc vous allez voir dans le futur, vous allez avoir 4 ouvrages distincts. Donc le premier volet est un portrait régional canadien et international de l'économie de l'hydrogène. Donc comprendre un peu ce qui se passe un peu partout. Le volet B est beaucoup plus technique. Donc, on vient recenser, entre autres, les technologies, les efficacités, les coûts de production, etc. Et on regarde l'hydrogène sur toute sa chaîne, donc de la production jusqu'à l'utilisation. Le volet C est un volet qui présente une proposition pour le déploiement d'hydrogène au Québec. Enfin, le volet D a été représente un peu le résultat de consultations auprès d'acteurs économiques qui sont venus critiquer ou échanger ou donner leur opinion, leur point de vue sur le volet C. L'étude a été mandatée à Polytechnique Montréal, qui a géré et réalisé l'ensemble de l'œuvre, et le CIREG a été en appui pour faire le volet des consultations auprès des acteurs économiques. Comme on vous a mentionné précédemment, l'ensemble de l'œuvre va être disponible très prochainement sur le site de Transition énergétique Québec, que vous retrouvez ici à l'adresse ici-bas. Et puis, il nous fera plaisir aussi de répondre à vos questions via notre adresse courriel si vous avez des questions qui ne sont pas répondues au cours de la journée. On rappelle aussi que sur ce même lien, Transition énergétique Québec a beaucoup d'expertise dans d'autres domaines, l'écofiscalité, le pouvoir des municipalités, etc. Donc, vous pourrez retrouver des documents et des études qui ont été réalisées au cours des dernières années. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Philippe qui va vous parler du volet C. Très bien, merci. Merci Richard. Donc, bonjour à tous ceux qui sont en ligne. Donc, je devrais maintenant avoir le contrôle. Je devrais avoir le contrôle. C'est bon. Attendez, c'est parti trop vite. Voilà. Donc, écoutez, on est effectivement en train de parler donc de transition énergétique et les défis que ça pose. Donc, mise en contexte rapide, bien sûr. Donc, nous sommes actuellement dans un système énergétique carboné, donc essentiellement basé à partir de ressources fossiles. Et donc, toute la question est de passer maintenant à un système énergétique qui va être basé sur l'énergie électrique dans l'ensemble donc des activités humaines, transport, bâtiment et industrie. Et électricité donc qui doit être d'origine renouvelable. Donc on parle évidemment ici d'utilisation à très grande échelle. La question de coût ne peut jamais être évacuée, le coût doit être abordable pour tous et évidemment l'empreinte carbone doit être la plus faible possible. Alors au Québec on a beaucoup de chance parce qu'on a évidemment énormément d'énergie hydraulique, mais on a également d'autres types
d'énergie, l'énergie éolienne et l'énergie solaire, les deux dernières étant des énergies intermittentes, comme nous le savons, donc elles sont difficiles à stocker massivement et également dans la durée. En fait, toute cette notion de stockage de l'énergie est primordiale dans les systèmes énergétiques, indispensable pour sécuriser l'approvisionnement, assurer un approvisionnement continu et régulier, mais par ailleurs aussi assurer l'équilibre entre l'offre et la demande, parce que les pics d'offre et les pics de demande n'apparaissent pas au même moment de la journée, et même au même moment de l'année, et donc c'est toute la question de la gestion du réseau qui est cachée derrière ça. En fait, l'hydrogène est considéré comme une solution, non pas la solution, mais une solution qui est capable de répondre à l'ensemble de ces enjeux. C'est en fait à la fois un vecteur énergétique, donc c'est comme substitut aux hydrocarbures et au charbon, mais c'est aussi un moyen de stockage énergétique sous forme chimique. Alors, l'hydrogène est déjà très utilisé industriellement, dans le raffinage, dans la chimie industrielle, pour les spécialités en chimie, déjà utilisé en cogénération électricité-chaleur, en particulier dans les bâtiments, et utilisé en sidérurgie. Il y a d'autres applications également. Vous avez ici en fait le graphique de l'Agence internationale de l'énergie de l'année dernière qui vous donne un petit peu la typologie de consommation. Donc grosso modo, on va dire 115 millions de tonnes par an d'hydrogène, on va dire 75 millions de tonnes d'hydrogène pur, qui va essentiellement dans le raffinage et l'ammoniac, et le complément, donc 40 millions, dans lequel l'hydrogène est mélangé à d'autres gaz. Donc c'est pas de l'hydrogène pur, mais c'est de l'hydrogène donc qui est mélangé et qui va, je dirais, être utilisé à des fins chimiques principalement. Alors, comment produit-on cet hydrogène? Alors, actuellement, 95%, c'est ce qu'on appelle l'hydrogène gris. Il est produit à partir de ressources fossiles. Principalement le méthane, mais on trouve quelquefois des endroits où c'est du pétrole qui est utilisé, ou voire même du charbon. Donc on a en fait une étape qui s'appelle le vaporéformage, qui consiste à transformer finalement ce gaz de synthèse en hydrogène, et il va émettre en fait une grande quantité de CO2. Et suivant la source, je dirais, la ressource énergétique que vous utilisez pour produire cet hydrogène, on parle de 10 tonnes de CO2 par tonne d'hydrogène pour le gaz naturel, jusqu'à presque le double lorsque vous utilisez du charbon. Donc en fait, en définitive, quand on regarde l'empreinte carbone de la production d'hydrogène dans le monde, c'est 1 milliard de tonnes par année. Et si on regarde ce que ça représente au Québec, c'est de l'ordre de 1 million de tonnes, donc 0,1%. Deuxième option possible, faire la même chose que précédemment, mais capturer le CO2. Dans ce qu'on appelle les technologies de CCS ou de CCUS si vous utilisez ce carbone. Et donc, on parle donc plus maintenant d'hydrogène gris, mais d'hydrogène bleu. Alors, ça se fait. Il y a en fait un très gros projet actuellement dans le monde qui fonctionne depuis 5 ans, qui est le projet Quest en Alberta. Donc, on parle de 5 millions de tonnes de CO2 par an qui ont été séquestrées géologiquement depuis 5 ans. Donc, on parle d'1 million de tonnes par an. Ça fonctionne. On parle quand même de technologies qui sont très coûteuses et qui sont en début de déploiement. Donc le principe est très simple, c'est comme précédemment, si ce n'est que le CO2, plutôt que de le relarguer à l'atmosphère, vous allez le séparer donc de l'hydrogène en sortie de réformage, et ensuite vous allez le traiter et l'injecter dans le sous-sol. Donc troisième option possible, passer par la voie électrolytique, c'est ce qu'on appelle la production d'hydrogène vert. Alors, il sera vert si l'électricité est décarbonée. Donc, par exemple, une électricité d'origine hydraulique. Donc, deux grandes technologies très matures, je dirais, disponibles. Enfin, une plus mature que l'autre quand même. Donc, l'électrolyse alcaline, qui est là depuis presque une centaine d'années. Et une autre technologie plus récente, mais quand même qui a déjà quelques dizaines d'années d'existence et qui est en déploiement rapide, qui est l'électrolyse à membrane. Une autre option possible, c'est passer par la voie biomasse. Alors, la voie biomasse au sens très large, ça peut être des déchets d'origine organique, ça peut être des déchets provenant de stations d'épuration d'eau, ça peut être de la biomasse commerciale. Ça vous permet via la voie biogaz et de nouveau la voie vaporéformage, la possibilité de créer de l'hydrogène qui est vert et de relarguer donc du CO2
qui étaient en fait piégés dans cette biomasse. Donc, autrement dit, vous êtes neutre en termes de bilan CO2. Alors, ce sont des technologies qui existent, qui sont en déploiement. Certaines sont encore en stade de R&D. Elles sont intéressantes. Pour le moment, les volumes sont relativement faibles et les coûts sont encore des enjeux importants. Alors, à quoi ça ressemble au Québec, la production d'hydrogène? Alors, on dirait on a deux types d'hydrogène. On a l'hydrogène marchand, donc celui qui est vendu, et l'hydrogène captif, celui qui est utilisé, produit et utilisé simultanément par l'entreprise. Donc, en hydrogène marchand, vous avez deux grands acteurs, Air Liquide à Bécancour et Messer à Magog. On parle d'environ 12 000 tonnes par an. Il est produit soit par vaporéformage, soit en coproduction dans les usines chloralkali. Et en 2018, selon Statistique Canada, on avait, donc le Québec, excusez-moi, a exporté 5,7 millions de tonnes, principalement sur le marché américain. Alors, ces chiffres-là sont sujets à caution, parce que c'est très difficile d'obtenir des chiffres exacts, et c'est en fait souvent des données considérées comme propriétaires par les entreprises. Deuxième option, donc en hydrogène au Québec, et c'est, je dirais, la plus grande partie, c'est l'hydrogène qui est produit en raffinerie pour les besoins internes du raffinage, en particulier l'amélioration des carburants, des sulfurations en particulier. Donc deux grandes raffineries au Québec, celle de Montréal-Est, celle de Solcor et celle de Valero à Lévis, donc en face de Québec. Donc les vaporéformeurs produisent environ 90 000 tonnes par an d'hydrogène et il est purement captif, donc utilisé pour les besoins de la raffinerie. Donc au total, on parle de environ 100 000 tonnes par an, c'est-à-dire 0,1% de la production mondiale. Et c'est principalement de l'hydrogène gris pour le moment. Alors, il y a quelques projets d'hydrogène vert que je voudrais mentionner. Il y en a un qui est en cours, à Bécancour en particulier, par Air Liquide, mais il y a également d'autres projets d'hydrogène vert qui sont annoncés et dont on espère qu'ils verront le jour très bientôt. Alors, en termes de consommation, à quoi ça ressemble? Donc, vous avez ici sur le graphique une projection de Deloitte qui est parue dans la roadmap australienne et qui vous donne en fait des scénarios de demande additionnelle globale en millions de tonnes d'hydrogène. Donc, on va dire qu'il y a 4 scénarios. Il y a un scénario en bleu qui considère que l'hydrogène est l'énergie du futur. Alors, énergie entre guillemets. C'est plutôt un vecteur énergétique. Le deuxième et le troisième qui se ressemblent en rouge et en jaune, qui sont des scénarios, je dirais, intermédiaires entre business as usual et puis quelque chose qui est un peu plus forcé. Et enfin, un scénario avec une très faible augmentation dans lequel on connaîtrait une percée majeure dans le domaine, je dirais, des batteries. Alors, je voudrais rajouter à ça le fait que vous avez en fait un scénario optimiste qui a été proposé par le Hydrogen Council, qui correspond à la courbe en bleu multipliée par 2. En fait, le scénario optimiste de l'Hydrogen Council, en 2050, c'est 500 millions de tonnes par an d'hydrogène supplémentaire qui irait nécessaire par rapport aux 100 millions de tonnes déjà existants. Alors, où est-ce qu'ils vont? Alors, je dirais quel que soit le scénario que vous utilisez, on voit quand même une augmentation. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Alors, le raffinage joue encore un rôle, mais pas tant que ça. L'augmentation va surtout sur l'ammoniac et le méthanol. Elle va sur la mobilité, en particulier donc sur les véhicules électriques appelés à combustible, je vais y revenir. Sur la production d'électricité dans les centrales thermiques à flamme, c'est en particulier le cas du Japon, mais pas exclusivement. Et également pour la décarbonation du gaz naturel, l'idée étant d'injecter du gaz naturel, de l'hydrogène dans les réseaux de gaz naturel, donc pour le décarboner. Donc, si on considère la part de marché actuelle du Québec, donc constante, le Québec devrait produire, en suivant ces scénarios, entre 30 000 tonnes par an et 500 000 tonnes par an supplémentaires d'hydrogène d'ici 2050, c'est-à-dire entre 10 fois et 162 fois la capacité du projet électrolyseur d'Air Liquide à Bécancour. Donc on voit quand même que ce sont des chiffres qui sont significatifs. Alors, nous avons procédé à une modélisation économique de la production électrolytique. Alors, les chiffres que vous voyez sont en dollars US ici. Et on a fait varier deux choses. On a fait varier d'abord les CAPEX, donc les coûts d'acquisition installés des électrolyseurs en dollars par kilowatt. Et on a fait également varier le coût de l'électricité. Donc, vous avez ici donc les deux technologies, PEM et électrolyse alcaline.
Et vous avez donc la tendance très très nette que l'on voit, à savoir que si l'on se fie aux projections de diminution des coûts des électrolyseurs, diminution qui va provenir du fait qu'on en construit de plus en plus et qu'on industrialise en particulier je dirais la production elle-même, donc c'est le nombre et l'efficacité de la production, eh bien on voit qu'en fait on a un impact significatif sur la réduction du prix de l'hydrogène, et évidemment le coût de l'électricité joue également de manière importante. Donc on est grosso modo, on va dire actuellement sur 5,5 $ US par kilo, c'est-à-dire quasiment 2,5 fois à 3 fois le prix de ce que vous obtenez à travers le vaporéformage, à un horizon, je dirais, optimiste 2050 qui est complètement à droite, dans lequel on serait pas très loin de la parité, et probablement mieux que la parité, compte tenu du fait qu'en 2050, on peut imaginer que le carbone aura un véritable prix sur le marché. Alors, vous avez ici, on ne va pas le détailler en détail, mais un comparatif des coûts de production publiés dans la littérature, donc à partir de plusieurs sources. Donc, si vous prenez le vaporéformage du méthane sur une base 1, l'électrolyse de l'eau, on est allé entre 2,5 et 3,5 fois le prix. La gasification de la biomasse est intéressante si vous avez de la biomasse disponible, en fait, et tout est là. Je dirais, tout est derrière cette disponibilité de biomasse dans le temps, évidemment, dans la durée, à un coût très bas. Et vous avez d'autres technologies comme la pyrolyse également qui sont intéressantes. D'autres technologies sont possibles, mais encore loin de l'industrialisation. Alors, on s'est également penché sur la modélisation économique complète de la chaîne hydrogène, depuis la production jusqu'à l'utilisation finale, donc en passant par toute la logistique, si vous voulez, de transport, de distribution. Et finalement, donc les chiffres qu'on vous donne sont en dollars canadiens. On a pris une électrolyse alcaline à 1060 $ par kilowatt, ce qui est quand même un prix assez conservateur, et on a pris le tarif L d'Hydro-Québec, donc 4,54 cents par kilowattheure. Et vous voyez qu'on est aux alentours de, alors suivant si vous le transportez par camion sous forme comprimée ou sous forme liquide, on est entre 7 et 7,5 $ le kilo. Donc des chiffres qui sont, j'allais dire, encore élevés, mais qui sont appelés à diminuer de manière significative dans les prochaines années et dans les prochaines décennies. Alors, à partir de ça, si vous voulez, à partir de l'ensemble de cette analyse technico-économique que nous avons réalisée, nous avons regardé finalement qu'est-ce qui pourrait avoir du sens pour nous ici, compte tenu de nos gisements d'énergie renouvelable considérables. Alors, peut-être un premier point, c'est quand même de regarder que les chaînes de valeur de l'hydrogène vert sont encore mal connues. Elles sont immatures, elles sont complexes car elles sont multisectorielles, et elles sont en fait risquées. Risquées en termes économiques, parce qu'elles sont très exigeantes en capitaux. Donc la première chose probablement à faire, c'est de se dire très bien mais comment on peut y arriver et essayer donc de baliser et harmoniser les différentes phases de développement, et rien de tel que d'établir une feuille de route sur l'hydrogène vert pour cela, pour aider finalement à clarifier les stratégies à partir de cibles que l'on peut imaginer fixées à la fois par le secteur public et l'industrie. Donc à titre d'exemple, je vous montre la feuille de route du Japon, on ne va pas la commenter, mais c'est une feuille de route qui est assez détaillée, en termes d'objectifs, par exemple sur la mobilité, en termes d'objectifs sur la production, en termes d'objectifs également sur la réalisation de parité réseau. Donc une feuille de route qui est bien faite, qui est révisée régulièrement, parce qu'une feuille de route par définition ça doit être révisé, mais ce sont des balises qui vous permettent finalement de bâtir la confiance, on va dire, hein, entre le gouvernement, les utilisateurs et les investisseurs. Alors, si on regarde un peu plus en détail, développer l'hydrogène au Québec, ça veut dire bien évidemment avoir une main-d'œuvre qualifiée pour le faire. Actuellement, l'expertise industrielle existe, l'expertise universitaire existe, comme l'a mentionné Richard dans son introduction. Elle existe dans le secteur de la mobilité, elle existe dans le domaine de l'hydrogène industriel, elle est clairement insuffisante en nombre. Maintenant, pour faire tourner un système, ce n'est pas juste de l'expertise, on a également besoin d'ingénieurs et de techniciens. Alors, clairement, on a besoin ici d'une initiative gouvernementale majeure coordonnée
en termes de formation technique au niveau collégial et au niveau également donc de l'ingénierie universitaire aux 3 cycles, c'est-à-dire les ingénieurs et les chercheurs. Nous faisons la proposition de création de chaires d'enseignement et de recherche en hydrogène verts dans le réseau, au-delà de ce qui existe déjà. On fait également une proposition de financer une grappe québécoise de l'hydrogène. Donc nous avons déjà plusieurs dizaines de grappes au Québec. Je pense que l'hydrogène, on va dire même l'hydrogène vert, mérite sa grappe de façon à regrouper finalement l'ensemble des acteurs. Et on propose également le lancement de projets pilotes pour dérisquer les technologies, diminuer le risque, et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Alors, regardons les nouveaux marchés de l'hydrogène. Alors, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le Power to X, c'est-à-dire la transformation d'électricité en un produit, qui a des applications industrielles. Donc, il s'agit bien sûr de passer par l'électrolyse ici, donc on parle d'hydrogène vert, et vous avez en fait une kyrielle de procédés possibles, donc la méthanisation, les projets de Fischer-Tropsch, le méthanol ou l'ammoniac, qui vous donnent accès à des combustibles ou des précurseurs, voire des produits chimiques directement utilisables, avec des applications qui sont extrêmement vastes, aussi bien dans le domaine du transport que de l'industrie, le transport léger, le transport lourd, le transport intensif, l'industrie chimique, la chaleur industrielle. Donc en fait, des marchés, c'est un petit peu, je fais finalement référence à ce que je montrais tout à l'heure dans ces projections d'augmentation 2050, on les retrouve ici, mais déclinés sous forme technologique. Alors, regardons l'électrification du transport. Alors, le secteur des transports au Québec, c'est 34 millions de tonnes de CO2 par année, c'est 43% des émissions. Sur ces 34 millions de tonnes, environ la moitié proviennent du sous-secteur transport intensif de marchandises et transport de voyageurs. En fait, ces deux sous-secteurs, lorsque vous les regardez, ils sont particulièrement mal adaptés à l'électrification par batterie. Pourquoi? Parce que sur le transport routier, vous parlez la plupart du temps de longue distance. Et si vous voulez vraiment faire du transport routier électrique et que vous pensez aux batteries, puisque c'est en général ce à quoi on pense immédiatement, eh bien, si vous réellement voulez assurer une bonne autonomie à vos camions, il va falloir que vous mettiez énormément de batteries à bord de votre camion et vous allez pénaliser finalement la charge portante de votre camion. Et ce n'est pas une bonne chose, bien clairement, on le comprend bien. On va transporter des batteries et pas transporter des marchandises. Deuxième option possible, pour le transport intensif, vous spécialisez les autobus, les taxis, les véhicules d'urgence. Donc oui, les batteries peuvent fonctionner, mais par contre, il faut que vous les rechargiez et donc vous devez immobiliser vos véhicules. Et là encore, c'est peut-être pas la meilleure utilisation d'un véhicule que de passer 5 ou 6 heures à le charger. Donc, si on regarde maintenant au niveau des émissions. Alors, grosso modo, 5 millions de véhicules privés au Québec, donc nos automobiles, qui parcourent en moyenne 13 000 km par an à 10 litres au 100. Donc, chaque véhicule émet 3 tonnes par an de CO2. On a 8 300 taxis sur la route qui émettent 14 tonnes par an de CO2. Dans le cas des autobus urbains hybrides, donc les meilleurs autobus que nous avons actuellement, on parle de 45,5 litres au 100 km d'essence, ce sont des autobus à essence. Donc on parle par année de 62,8 tonnes par an de CO2 émis. Alors quant aux camions, évidemment ça dépend des camions. Donc ici je prends l'exemple d'un camion de classe 8, donc ce sont nos fameux semi-remorques. Donc vous avez une grande variabilité sur les chiffres de consommation. 40 litres au 100, c'est ce que l'on trouve le plus courant. Donc c'est un camion va émettre par année 100 tonnes par an de CO2, il parcourt en moyenne 100 000 km. Donc si maintenant vous basculez tout ça en termes d'hydrogène, donc on va les équiper de piles à combustible, ces véhicules-là. Donc un véhicule privé va consommer 100 kg d'hydrogène par an, un taxi 456 kg, un autobus 4,8 tonnes et un camion, on va dire 10 tonnes par an. Sur une base, donc vous voyez, j'ai pris entre 500 et 1200 km pour le camion. Donc ça fait quand même beaucoup d'hydrogène. Alors au Québec, on consomme 369 000 barils par jour de pétrole brut, donc c'est ce qu'on raffine. Et si vous le passez en équivalent hydrogène, ça représenterait environ 17 500 tonnes. Alors, par jour. Donc, si maintenant on regarde le rendement d'un moteur essence et diesel, on regarde le moteur d'un rendement
électrique, on regarde la capacité d'électrolyse et on fait le bilan, on aurait grosso modo besoin de 5 millions de tonnes par an d'hydrogène pour basculer l'ensemble de l'électrification des transports sur l'hydrogène. Ça veut dire 34 gigawatts d'électrolyse et 300 TWh de consommation d'énergie. 300 TWh, c'est, on va dire, à la louche, le double de la production d'Hydro-Québec. Sans compter qu'à 1500 $ canadiens par kilowatt, actuellement, c'est le coût d'un CAPEX, c'est le coût d'un électrolyseur PEM, vous avez besoin de 47 milliards de dollars pour construire ça. Bon, donc tout ça est fort ambitieux, n'est-ce pas? Si on regarde la situation actuelle, les deux productions d'hydrogène vert que nous avons, c'est Arnois et Air Liquide. J'ai pris Air Liquide, le projet est quasiment finalisé. Donc on est à grosso modo 3000 tonnes par an. Vous voyez que le nombre de véhicules desservis est quand même extrêmement réduit par rapport à nos 6,6 millions de véhicules sur la route au Québec. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 5 millions de tonnes d'hydrogène pour remplacer les carburants consommés? Eh bien écoutez, je reprends le graphique que Richard vous a montré tout à l'heure. Vous voyez que par rapport à l'horizon 2030, 5 millions de tonnes, c'est grosso modo 60% de ce qui est la cible hydrogène vert 2030, évidemment à l'échelle globale, à l'échelle mondiale. Alors, regardons très précisément le transport intensif et le transport lourd, parce que c'est vraiment là qu'il y a un gain, je dirais, potentiel important et probablement plus important que sur les véhicules légers. Je prends 10% du camionnage lourd au Québec. Je prends 8600 camions qui émettent 800 000 tonnes par an de CO2. Je les alimente en hydrogène vert. J'ai besoin de 90 000 tonnes par an d'hydrogène. Donc, c'est environ 0,6 gigawatts d'électrolyse, donc 30 fois Air Liquide Bécancour. Et ça me demanderait une consommation d'énergie qui correspond au barrage La Romaine, donc on va dire 5 TWh. Pour 900 millions de dollars. Voilà. Alors, pour je dirais, apprendre, pour apprendre et progresser dans cette direction-là, nous, on propose finalement la construction d'un certain nombre de pilotes industriels, je le mentionnais tout à l'heure, pour dérisquer. Donc, si je prends un pilote industriel de 10 mégawatts, donc il va grosso modo me produire 1400 tonnes par an d'hydrogène, ben vous voyez que suivant la façon dont je vais utiliser cet hydrogène vert, je vais pouvoir alimenter, on va dire 3000 taxis, 300 autobus urbains ou 150 camions, avec l'économie d'essence évidemment, donc l'amélioration de la balance des paiements du Québec que je vais pouvoir obtenir de cette manière-là, et éviter évidemment des dizaines de milliers de tonnes de CO2 par an. Alors, autre option possible, évidemment, c'est décarboner les gros émetteurs de l'industrie lourde. Alors, on a en fait un certain nombre de gros émetteurs, j'en prends 3 mais il y en a d'autres. On est en fait pour chacun d'entre eux de l'ordre de 1 million de tonnes par an. Rio Tinto, Ferret-Titane, ArcelorMittal, et Valero et Suncor, évidemment, c'est les SMR, qui sont les vaporéformeurs qui sont une grande partie responsables de ces émissions. Donc si je regarde la sidérurgie, donc basculer l'ensemble de la production de l'hydrogène vert nécessiterait 135 000 tonnes par an d'hydrogène. Donc 900 mégawatts d'électrolyse, 7,9, donc on va dire 8 TWh, donc 1,5 la Romaine, pour 1,35 milliards de dollars. Pour le raffinage, là, on va dire qu'il y a deux options. La première, bon, c'est de dire, je dirais, décarboner complètement le raffinage, c'est un peu impensable, parce que vous pénalisez énormément finalement le prix de vos produits en sortie de raffinerie. Par contre, vous pouvez le faire partiellement, c'est ça qui est intéressant. Vous pouvez utiliser soit de l'hydrogène vert, alors ça se fait déjà dans un certain nombre de projets pilotes en Allemagne en particulier, soit vous faites de l'hydrogène gris, en fait plutôt vous faites de l'hydrogène bleu, c'est-à-dire que vous faites de l'hydrogène réformage, vous allez capturer votre CO2 et puis vous allez en fait pouvoir le valoriser. Et il y a peut-être moyen de faire les deux en simultané. Donc, non seulement vous allez bien évidemment diminuer vos émissions, mais indirectement, vous allez diminuer l'empreinte carbone de votre carburant de cette manière-là. Alors, autre option dans l'industrie, c'est tout le potentiel de la chimie verte. Alors,
C'était en fait tout à l'heure la diapositive que je vous montrais avec l'ensemble des technologies. 3 grandes catégories de possibilités. La première, c'est les carburants de synthèse. Donc on fait comme maintenant, on utilise nos moteurs de combustion interne, mais par contre, on va les alimenter avec des carburants de synthèse. Alors on peut le faire en hydrogène, bien sûr, puis la combustible. On peut faire du méthane, on pourrait même faire du propane. Et donc vous avez en fait des pays qui utilisent ces 2 options déjà. Ou bien vous pouvez faire des électrocarburants, donc de l'essence synthétique, du diesel synthétique ou du carburéacteur synthétique, en passant par le procédé Fischer-Tropsch. Donc ce sont des choses qui existent, qui sont possibles, qui sont encore coûteuses, mais qui sont certainement une voie d'avenir, peut-être pas la voie d'avenir, mais une des voies d'avenir. En particulier pour des applications dans lesquelles l'utilisation directe de l'hydrogène est très compliquée. Je pense par exemple au carburant aviation. Deuxième grande option, la chimie du méthanol. Alors le méthanol, c'est un additif carburant. Il est déjà utilisé dans nos carburants. Vous pouvez faire avec du méthanol ce qu'on appelle du DME, le diméthyléther, qui est un substitut au propane. Donc c'est intéressant en particulier pour les séchoirs dans nos exploitations agricoles du Québec. Et la troisième option, c'est d'utiliser le méthanol pour faire des oléfines et donc ensuite faire des matières plastiques. Donc le graphique de droite vous montre en fait toute la chimie du méthanol. C'est assez fabuleux ce qu'on peut faire avec cette méthanol-là. Et ça peut être assez intéressant parce que c'est très structurant en termes économiques pour le Québec. C'est-à-dire pouvoir développer une chimie du méthanol verte et pouvoir ainsi, il y a un écran gris qui est arrivé, merci, et pouvoir ainsi arriver, je dirais, à créer une valeur ajoutée locale pour notre consommation locale, mais également possiblement pour des marchés export. Donc, troisième option possible, l'ammoniac. L'ammoniac peut être utilisé comme carburant directement, peut même être brûlé en centrale thermique à flamme pour faire de l'électricité. C'est l'option que les Japonais regardent sérieusement. Et également sert pour les solvants, les produits azotés, les explosifs même. Donc, il y a toute une chimie de l'ammoniac qui est intéressante. Évidemment, sans parler des engrais, ça va de soi. Alors, à quoi ça peut ressembler de faire un pilote de 10 MW en chimie verte? Là, je vous montre 2 exemples, l'ammoniac et le DME. Donc vous voyez qu'en allant donc pour l'ammoniac, on a besoin évidemment d'azote. Donc 10 MW nous demanderait environ 6,5 kilotonnes par an d'azote, nous permettrait de faire 8000 tonnes par an d'ammoniac et d'éviter donc du CO2. Et si je regarde maintenant la voie DME, eh bien donc je serais capable de recycler près de 11 000 tonnes par an de CO2 avec 10 MW d'hydrogène pour pouvoir faire quasiment 5 700 tonnes de DME, éviter du CO2 et recycler du CO2. Donc en fait, cette approche-là, et c'est un peu vrai en général dans toute la chimie verte, nous permet de valoriser du CO2 capturé sur des unités industrielles. Et ça, c'est quelque chose qui est probablement extrêmement porteur, je dirais, dans le futur, pour le Québec, mais beaucoup plus globalement pour la planète. Alors, pour terminer, un dernier point sur l'alimentation des réseaux autonomes. Alors, l'idée, c'est clairement ici d'utiliser des piles à combustible stationnaires pour alimenter les communautés isolées du réseau. Alors, ce à quoi je pense en particulier, c'est évidemment nos communautés du nord du Québec, qui, elles, ne sont pas alimentées par des lignes à haute tension, parce que simplement le marché ne le justifie pas. Donc ce qu'on propose en fait, c'est de tester l'ensemble de ces technologies sur des cas réels correspondant à une situation de ce type. Alors, imaginons des communautés du Nord, mais sans aller même très, très loin dans le Nord, on peut même imaginer les îles de la Madeleine. Donc il y a actuellement un projet de décarbonation partielle de la production électrique des îles, qui est assuré donc par une centrale autonome au diesel de 11 MW. Donc ce projet en ce moment consiste à concevoir, donc à construire, développer un parc de 3 éoliennes. Et on se dit que finalement, ces 3 éoliennes pourraient être une base très intéressante pour tester le stockage en conditions d'intermittence. Hein, puisque tout à l'heure je parlais de hydrogène vecteur de stockage, ben ça serait un site absolument idéal pour pouvoir le faire. Voilà, donc je passe maintenant la parole à Jonathan. Oui, Jonathan, juste avant que tu prennes la parole, simplement pour dire qu'on a un peu étiré dans le temps, donc si on déborde dans le temps, ceux qui peuvent rester avec nous de la partie, ça va nous faire plaisir de poursuivre.
mais il est possible qu'on déborde un petit peu là, de la durée qui était prévue. Donc, à toi la parole, Jonathan. Merci Richard et merci M. Tanguay. Donc, au niveau, en fait, du CIREG, comme vous le savez, on a traité en fait le volet D du projet sur la consultation avec les acteurs internes à l'environnement d'affaires. Donc, c'est un volet qui avait pour objectif de sonder à l'échelle du Québec les perceptions, intérêts et motivations des acteurs à s'engager puis à investir dans des projets. Également, à fournir une meilleure connaissance des acteurs économiques de la filière, puis à identifier les forces, faiblesses, opportunités et menaces liées à l'environnement d'affaires. Donc, au courant des mois d'avril et de mai dernier, on a tenu 3 ateliers consultatifs auprès d'une 50aine de parties prenantes internes à l'environnement d'affaires. Donc, les grands types d'organisations sont présentés à l'écran. Puis, on avait également des participants qui ont agi à titre d'observateurs, donc Transition énergétique Québec, le MERN, le MEI, Investissement Québec et Montréal International. Donc, d'abord, prenons connaissance en fait des principaux constats qui ont émergé des ateliers. En premier, on nous indiquait que d'ici à ce que le rationnel économique en fait soit au rendez-vous, l'État devait soutenir financièrement le déploiement de cette filière-là qui est prometteuse. Puis ça se fait autant du côté de la production que des usages en fait. Il y a un participant qui nous soulignait que le gouvernement en fait doit adopter une approche portefeuille, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'hydrogène dans notre portefeuille d'options quand en 2030, 2050 dans cet horizon-là, l'option sera économiquement plus intéressante. Ben alors on sera déjà préparé en fait, puis qu'il faut à tout prix éviter de souffrir en fait de ce qu'il appelle la paralysie par l'analyse, donc l'inaction par l'analyse. Par la suite, il y a un besoin que les instances gouvernementales clarifient les avenues qui seront priorisées en fait, puis appuyées par des mécanismes fiscaux pour que les producteurs puissent construire des plans d'affaires qui vont être viables. Par la suite, on nous indiquait ici que le principal frein à l'adoption demeure lié au coût de déploiement élevé des projets, puis qu'à court terme, en fait, il faut favoriser l'usage près des lieux de production, l'injection dans le réseau gazier, comme l'a mentionné M. Tanguay, également la production de produits à valeur ajoutée, puis la valorisation des extrants qui sont liés, par exemple, à l'électrolyse, par exemple, l'oxygène. Il y a également le rationnel économique de l'hydrogène vert qui tient pas la route selon plusieurs acteurs, tant que le prix de la tonne de carbone demeure bas. Donc, sous la barre des 60 $ à tout le moins. Mais il y a même un participant qui nous indiquait en fait qu'il faudrait s'approcher au moins de 100 $ la tonne de carbone pour doubler le prix du gaz naturel puis commencer à réduire les écarts afin de pouvoir rendre des projets subventionnés viables puis créer une volonté de s'engager dans l'avenue de l'hydrogène vert. Ensuite, on nous indiquait au niveau de l'absence de mécanisme pour valoriser le premium qui serait associé à la production de produits à faible empreinte carbone. Donc, on parle par exemple d'une certification au niveau de l'hydrogène vert ou de stimuler afin de créer en fait ce marché-là et cette demande pour des produits à faible empreinte carbone. On nous indiquait également que c'est important au niveau de la mobilité de désamorcer l'opposition tout azimut à la mobilité hydrogène. Donc, comme on mentionnait tout à l'heure, l'électrique conventionnelle face aux véhicules à pile à combustible. Donc, c'est des options qui sont complémentaires. Puis, c'est important de privilégier surtout les bons usages aux bons endroits. Donc, du coup, il faut tirer avantage des forces de l'hydrogène, soit sa densité énergétique, puis les temps de recharge qui sont rapides. Donc, ensuite, il y a aussi des mécanismes d'aide non réglementaires potentiels qui ont été suggérés. On parlait de la mise en place de bancs d'essais qui sont ambitieux. On parlait également de mécanismes d'aide réglementaires potentiels comme la mise en place rapide d'un cadre favorable, clair et durable dans le temps pour permettre justement de développer ces plans d'affaires-là et de développer des plans d'affaires viables surtout. On parlait par la suite d'imposition progressive de la substitution de combustibles fossiles puis d'hydrogène gris par des combustibles décarbonés et d'imposition progressive aussi pour les industriels de captation et de valorisation d'émissions de CO2. Donc, au niveau de la recherche, ce qui ressortait surtout, c'était qu'il y avait des besoins importants au niveau du stockage, du transport de l'hydrogène, mais également qu'il fallait stimuler la formation de consortiums entre les industriels, les universités, puis les gouvernements d'ici d'ailleurs pour bénéficier des expériences de tous.
Donc, couvrons maintenant en fait le niveau d'adéquation entre les positions des acteurs consultés au volet D puis les propositions qui ont été émises au volet C. Donc, pour les besoins de la discussion, je vais focaliser uniquement en fait sur les propositions qui n'ont pas obtenu une adéquation forte sans bonification ou réserve. Au bas de l'écran, vous pouvez consulter en fait cette légende. Donc, en premier lieu, les participants ont souligné en fait l'intérêt pour le développement d'une main-d'œuvre technique qualifiée. Donc, on reconnaît dans certains cas que les centres collégiaux de transfert de technologie, ce qu'on appelle les CTT, peuvent jouer un avantage puis être mis à profit si on revoit leur mandat pour former justement des techniciens. Et également, il y avait plutôt une réserve en ce qui concerne le volet universitaire sur la création de chaires d'enseignement de recherche en hydrogène vert. On souligne justement parmi les acteurs que le réseau universitaire est déjà bien outillé, puis que l'Institut de recherche sur l'hydrogène, l'IRH, qui est rattaché à l'Université du Québec à Trois-Rivières, en fait, porte à bout de bras les recherches en matière d'hydrogène depuis la fin des années 80, donc ils ont cette expertise. Par la suite, au niveau du transport routier de marchandises sur longue distance, puis de la machinerie lourde, on reconnaît qu'il y a plusieurs éléments de bonification aussi à apporter, surtout en ce qui a trait au cadre réglementaire. Donc, on pourrait parler du fameux payload, comme l'a mentionné M. Tanguy tout à l'heure, puis on émettait en fait l'hypothèse d'accorder des dérogations à la capacité de charge des véhicules zéro émission ou encore aussi d'adapter le cadre réglementaire et les normes qui sont liées à l'usage des véhicules de type souterrain, en fait, comme c'est le cas dans le secteur minier. Par la suite, donc il y a aussi, surtout du côté des autobus municipaux, mais aussi des flottes de taxis qui avaient des constats qui étaient divergents. Donc à court terme, en fait, il semble que les sociétés de transport public excusez-moi, j'avais oublié de passer à la prochaine diapositive, on me le signalait. Donc, en fait, du côté des sociétés de transport public, justement, comme je disais, la porte n'est toutefois pas encore fermée, mais on a fait des choix technologiques à court terme qui sont différents compte tenu du contexte actuel, mais il n'exclut pas en fait que des mécanismes d'aide ou des accompagnements lorsqu'ils seront au rendez-vous, pourraient favoriser justement l'adoption de ces technologies-là. Puis, au niveau en fait de l'industrie du taxi plus précisément, il semble que la structure actuelle, en fait, qui est ultra fragmentée dans cette industrie-là, rend l'application difficile à opérationnaliser pour le moment. Il en demeure pas moins que les avantages que procurent les véhicules à pile à combustible font en sorte que la proposition puisse pas totalement être écartée, malgré la position des acteurs qui ont été consultés. Ensuite, donc, au niveau de l'axe prioritaire de la décarbonation des secteurs classiques comme les grands émetteurs du GES, les propositions sont sans doute complexes justement à mettre en œuvre, mais elles sont essentielles. Donc ici, c'est le rationnel économique puis les logiques imposées par des marchés mondiaux qui dictent les actions des grands industriels. L'idée de substituer les carburants fossiles utilisés dans les processus industriels par des gaz de synthèse peut paraître difficilement envisageable pour certains industriels en raison des coûts qui sont associés à cette transition-là. Il y a un besoin d'adapter souvent les équipements également et les processus. Donc, la voie de substitution par des gaz naturels ou des biocarburants serait probablement la première alternative envisagée à plus court terme. De manière générale, en fait, pour que cette transition-là se fasse, c'est impératif d'instaurer une approche, disons, carotte-bâton, en fait, c'est-à-dire de créer des incitatifs comme des crédits carbone liés à l'usage de combustibles verts, couplés également à des subventions, mais tout en réglementant, en fait, dans le but de déplacer justement graduellement les combustibles fossiles. Par la suite, au niveau de la proposition qui est relative à la captation et la valorisation du CO2 rejeté par les processus industriels, quand elle est bien accueillie, c'est une proposition justement qui est accompagnée d'un potentiel de rentabilité intéressant pour les industriels. Les industries qui produisent déjà justement de l'hydrogène et du CO2, comme c'est le cas pour les raffineries, sont ouvertes à une telle proposition. Ça permet justement de convertir la production d'hydrogène gras en hydrogène bleu, comme l'a mentionné M. Tanguy, mais aussi de réduire en fait les émissions de CO2 puis de diversifier l'offre de produits grâce à des produits à valeur ajoutée qui pourraient vraisemblablement être écoulés en fait localement ou exportés sur les marchés. Donc, il y a aussi des éléments clés qui demeurent en suspens, par contre, pour cette proposition-là, c'est que la capacité réelle de transformer puis d'identifier des débouchés pour d'aussi importants volumes de CO2 est remise en cause, puis aussi que les besoins d'accompagnement par l'industrie chimique sont présents, donc afin de gérer des enjeux de sécurité, par exemple. La production, en fait, de produits à valeur ajoutée, c'est une activité qui est souvent pas, en fait, l'activité centrale de plusieurs grands émetteurs. Je pense, par exemple, en fait, aux alumineries ou aux entreprises de béton. Donc, ces grands émetteurs-là de GES ont besoin d'un accompagnement de l'industrie chimique pour pouvoir passer à telle transformation.
Donc, finalement, en fait, nos échanges avec les acteurs de l'écosystème hydrogène nous ont permis de tirer divers constats sur les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces, l'environnement d'affaires, puis de dresser de manière non exhaustive, le tableau suivant. Donc, du point de vue des forces, on note notamment, en fait, le dynamisme des acteurs dans l'écosystème au Québec, les coûts d'électricité aussi qui sont relativement faibles, un engagement d'Hydro-Québec, puis la présence de surplus d'énergie aussi. Ensuite, du point de vue des faiblesses, on va noter notamment les coûts élevés à l'adoption des technologies, donc la construction d'infrastructures de production, de stockage et de distribution, la faible vitesse de transformation du cadre réglementaire au Québec, la lourdeur aussi des processus d'obtention de permis d'opération pour les producteurs, de même que l'absence de mécanismes de marché qui permettent de valoriser le premium issu des produits à faible empreinte carbone. Il y a tout de même des opportunités, en fait, comme on le mentionnait plus tôt. Au niveau de la production, il y a une demande croissante, au niveau de la prévision, il y a une demande croissante à l'échelle mondiale. Il y a un potentiel également de diminution de la balance commerciale au Québec qui est via la diminution d'importation d'hydrocarbures ou une autonomie accrue en matière d'importation de produits chimiques. Il y a également un potentiel de développement de brevets commerciaux et une amélioration du bilan environnemental et des contributions potentielles à l'atteinte des cibles de réduction des émissions de GES du Québec qui est envisageable. Puis, finalement, du point de vue des menaces, en fait, il y a le faible coût des combustibles fossiles qui pose problème pour le moment, le faible coût également de la tonne carbone sur les marchés, mais surtout l'absence, en fait, d'une bourse carbone mondiale. Puis, il y a également des éléments d'acceptabilité sociale qui sont soulevés, notamment en raison de la forte association d'hydrogène aux véhicules légers, uniquement et au caractère, en fait, controversé de cet usage-là. Par la suite, au niveau de la connaissance populaire, il y a évidemment une faible connaissance des Québécois, en fait, des usages à fort potentiel technico-économique. Donc, en finale, ce qu'il faut retenir, c'est que les activités du volet D ont permis d'apprécier justement plus amplement les travaux du volet C pour pointer vers des bonifications envisageables qui offrent à la transition énergétique Québec et au maire un recul supplémentaire afin de guider la prise de décision stratégique. Puis, à la lumière, en fait, des constats et sortants de notre analyse, en fait, il paraît crucial que l'éventuelle feuille de route québécoise de l'hydrogène soit pensée et qu'elle s'inscrive justement clairement dans un cadre qui est large, celui de la transition énergétique, qui est cohérent et défendable en soi vis-à-vis des acteurs économiques de la filière, mais aussi vis-à-vis de la population québécoise. Puis, il va être également crucial de construire une stratégie qui crée une adéquation forte et stable, en fait, entre les quantités d'hydrogène qu'on produit d'une part, mais aussi les bons usages et aux bons endroits surtout. Donc, finalement, en fait, en phase d'analyse subséquente, le CIREC recommanderait en fait de lancer des travaux de recherche qui permettraient de contextualiser les technologies à disposition puis les usages envisagés sur la base de leurs impacts environnementaux, sociaux, mais également sur la base de leurs coûts dans une perspective cycle de vie. Donc, c'est une demande qui a été faite par des industriels qu'on a rencontrés. Puis, on suggère aussi la co-construction de l'acceptabilité sociale des scénarios d'usage envisagés, sans justement présumer qu'il y a une adéquation entre les enjeux du secteur d'un usage à l'autre. Donc, sur ça, je vais céder la parole, en fait, à M. Tanguy à nouveau, qui va poursuivre avec la présentation d'une prospection plus globale des prochaines étapes. Très bien. Merci, Jonathan. Donc, je vais voir si je suis capable. Donc, j'ai demandé le contrôle pour la prochaine diapo. Voilà, parfait. Donc, écoutez, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela? On va dire qu'il y a quand même une adéquation assez marquée entre les propositions que nous avons mises de l'avant et la réaction du monde, on va dire du monde socio-économique au sens large du terme. Donc ça, c'est quand même un point extrêmement favorable. On est en mode proposition et évidemment, c'est le gouvernement qui décidera. Alors, moi, je voudrais quand même revenir sur un certain nombre de points. Le premier, c'est l'importance de construire des pilotes pour dérisquer au plan technologique et économique ces pilotes à construire dans des zones industrielles. Alors, oui, il existe au Québec des projets nettement plus importants que 10 mégawatts, mais 10 mégawatts, c'est suffisant pour à la fois bien apprendre, former de la main-d'œuvre et en même temps travailler à l'amélioration des procédés. En particulier, quand je pense à la chimie verte, et si je prends le cas de l'ammoniac, actuellement, il est fait par un procédé qui s'appelle le procédé Haber-Bosch, qui date de 1910, qui est extrêmement gourmand au plan énergétique,
et qui est très émetteur de CO2. Et il y a en fait des nouvelles manières de faire de l'ammoniac. Hein. Il y a quand même une recherche très active là-dessus. C'est, je dirais, un pilote de 10 MW, c'est idéal pour tester ces nouvelles technologies. Donc, un autre point que je veux mentionner, c'est mener des études technico-économiques ciblées. Donc, nous, on n'a pas fait d'analyse spécifique sur des produits ou des procédés. Ce n'était pas le mandat que nous avions, mais ces études doivent être menées. Et en fait, on doit s'assurer qu'effectivement l'hydrogène vert a une véritable valeur ajoutée, projet par projet. Sinon, ça n'a pas de sens. Un point très important, c'est la production d'hydrogène. C'est où est-ce que vous mettez votre production d'hydrogène? Doit-elle être centralisée ou décentralisée? Et en fait, quand vous regardez la logique de l'industrie gazière, elle s'est construite, l'industrie gazière, autour de ce qu'on appelle une stratégie de hub and spoke, c'est-à-dire de facilités centrales qui desservent un marché principal, et le système est légèrement surdimensionné pour servir des marchés de niche plus périphériques et construire en fait ainsi l'ensemble de la demande. Donc ça, ce sont des points à regarder. C'est de l'analyse économique fine et c'est nécessaire lorsque l'on veut vraiment avancer dans le domaine de l'économie de l'hydrogène. Bon, bien sûr, la mise en place d'initiatives financières et réglementaires, c'est très clair. Je pense que Jonathan vient d'en parler longuement. C'est dans le champ des gouvernements. Si maintenant on regarde un peu comme notre écosystème est organisé, je crois qu'il y a 2 points importants. Le premier, c'est une coordination de l'ensemble des efforts au niveau québécois et au niveau canadien. Lorsque vous regardez comment l'hydrogène se développe ailleurs dans le monde, il se développe en fait en groupant les acteurs, qui peuvent être même quelquefois des concurrents, mais en groupant les acteurs avec les gouvernements, avec le système public, tous ensemble pour promouvoir et avancer, hein, lorsque ça fait du sens, avancer dans ce domaine-là. Donc je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de ce genre de choses au Québec et au Canada. Et pour conclure, un dernier point, donc évidemment un positionnement à l'international sur l'hydrogène vert. Pourquoi sur l'hydrogène vert? Parce qu'en fait, vous avez actuellement un certain nombre de pays et de régions même qui veulent se positionner sur l'hydrogène bleu. Nous pensons que c'est l'hydrogène vert qui fait plus de sens, parce que l'hydrogène bleu signifierait que vous devez stocker votre CO2 quelque part, ou le réutiliser. Mais quand vous regardez la quantité de CO2 émise, vous ne pourrez pas réutiliser tout le CO2 émis. Donc ça veut dire le stocker géologiquement, ça se fait, mais ça se fait dans des régions très précises qui ont les capacités d'accepter ce CO2 en stockage souterrain. Et c'est loin d'être le cas général. Donc un positionnement à l'international sur l'hydrogène vert, je pense que le Québec y gagnerait beaucoup. Voilà, Richard, je te laisse la parole. Oui, merci Philippe. Donc, c'est Mathieu qui va animer la courte période de questions. Donc, très actif sur le fil de discussion qui est privé. Vous nous pardonnerez, il y a quelques questions seulement qu'on a mis dans le channel public. Ce n'est pas parce que l'on ne veut pas répondre à toutes les questions et qu'on en filtre pour non-réponse, c'est simplement pour une question de temps. Donc, prenez note que nous allons prendre le soin de répondre à vos questions, même si vous ne les avez pas vues apparaître dans le fil public. C'est simplement là pour une question de durée aujourd'hui. On a déjà débordé un peu dans le temps, mais je cède la parole à Mathieu qui va quand même en adresser quelques-unes avant qu'on conclue le webinaire d'aujourd'hui. Et comme mentionné, là, il va nous faire plaisir de répondre par la suite. Désolé pour ce manque de temps. Effectivement, merci Richard. Donc, nous avons plus d'une trentaine de questions. Nous allons faire effectivement un effort supplémentaire là, pour répondre à l'entièreté des questions. Donc, vous pourrez contacter directement Richard aussi pour la suite des choses si vous avez des questions ou quoi que ce soit. On va aussi mettre en ligne une adresse courriel générale là, pour les questions sur le dossier d'hydrogène. En fait, elle est déjà disponible, mais elle sera sur notre page web. On a retenu quelques questions encore très rapidement là, en passant au travers de la liste. Monsieur Tanguy, je vais vous demander, Monsieur Barbeau, Jonathan, excusez-moi, Jonathan Philippe,
Soyez bref, s'il vous plaît, dans les réponses que vous allez pouvoir donner. Donc, première question, je l'enverrai dans le fond à M. Tanguy. Est-ce que le plan du PEV de décarbonation du Québec devrait tenir compte du potentiel de l'hydrogène vert pour atteindre les cibles de réduction de GES en 2030 et 2050? La réponse est probablement oui. Mais cette question, en fait, elle est aussi liée à la disponibilité d'électricité. Et donc en fait, c'est une réponse qui doit être apportée conjointement avec les producteurs, donc Hydro-Québec bien sûr, mais Boralex et les autres, parce que en fait, il ne faut pas raisonner en termes de puissance installée, de production installée en ce moment, mais de ce que l'on pourrait également développer dans le futur. Mais oui, définitivement, la réponse, c'est à regarder sérieusement, surtout si on se fie sur les projections de réduction de coûts que l'on voit et qui sont en fait, c'est pas une surprise, c'est des projections de coûts qui sont très comparables à ce qu'on a connu dans le domaine du solaire. C'est les mêmes pentes en fait. Et c'est cette pente d'apprentissage fait qu'on peut avoir confiance également dans les projections de réduction de coûts que l'on peut voir, que l'on peut noter. Donc la réponse c'est oui, et c'est un travail qui doit être fait de manière très rigoureuse. En fait, je peux faire du pouce peut-être sur votre réponse avec une deuxième question. Est-ce que les besoins en hydrogène seront trop élevés pour la production actuelle d'électricité? Il y aura donc une compétition, par exemple, entre le transport et l'industrie? Alors, ça dépend combien de surplus on a actuellement. C'est un grand secret que je ne livrerai pas en public. Mais non, je ne vois pas de compétition, personnellement, parce que la première priorité, à mon sens, sur le transport, c'est la mobilité intensive ou lourde. Elle est demandeuse, mais c'est pas ça qui fait que ça nous empêcherait de regarder très sérieusement, je dirais, le verdissement de notre production industrielle. Donc, il ne faut pas les opposer, je ne crois pas. On peut penser que ce que l'on a actuellement comme surplus, parce qu'il y en a, nous permettent de toute façon d'avancer. Et au fur et à mesure qu'on va bâtir la confiance, on va être capable de développer de nouvelles capacités, comme je le mentionnais tout à l'heure. Parfait, merci. Une dernière question peut-être pour M. Tanguy, ensuite j'en aurai une pour M. Barbeau-Barry. Je suis un peu surpris du coût de l'hydrogène fait à partir de la biomasse, surtout que le rendement n'est pas très bon. Avez-vous un commentaire, M. Tanguy, par rapport aux informations que vous avez présentées sur le sujet? Oui, alors ça c'est un vrai sujet à débat. En fait, le coût de l'hydrogène biomasse, il est directement lié au coût d'acquisition de la biomasse et à la disponibilité de la biomasse. Donc, les projections que l'on peut voir, ce sont effectivement des coûts de biomasse très faibles, je ne peux pas dire gratuits, mais ça n'est jamais gratuit, très faibles et une disponibilité très importante. La difficulté que l'on a avec la biomasse, ce n'est pas tant, je dirais, un coût ponctuel que l'on peut trouver sur un marché donné, que sécuriser un prix d'approvisionnement sur une durée suffisamment longue pour amortir votre équipement industriel. Et ça, on n'a pas encore fait. Si même on regarde le cas de l'enfouissement, par exemple, on a actuellement des déchets urbains qui sont enfouis, qui émettent du méthane. On pourrait dire, très bien, on va pouvoir extraire le méthane et passer à travers une chaîne vaporéformage. Mais une fois que vous aurez épuisé ces sources-là, elles ne sont plus là. Donc c'est compliqué la biomasse. Ça doit être fait. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'on va être capable de faire de l'intensification de procédés à une échelle suffisante pour pouvoir faire des petites unités qui soient compétitives pour pouvoir convertir des petites quantités de biomasse en hydrogène pour des applications locales. Mais j'imagine mal des énormes applications centralisées parce qu'il faudrait alimenter en matière première et soit c'est pas possible, soit ça devient très coûteux parce que c'est toute autre récolte qui finalement a besoin d'une très grande région et le coût du transport vient pénaliser. Donc une étude économique très fine à faire également à ce niveau-là. Merci, M. Tanguy. Donc, M. Barbeau-Barry, peut-être une dernière question pour vous avant de conclure. D'un point de vue d'impact environnemental, donc le Cradle to Grave,
Comment l'utilisation de l'hydrogène comme énergie verte est comparée à d'autres sources renouvelables? Je suis pas le spécialiste à qui il faut poser la question. J'ai un collègue qui a participé au mandat, en fait, qui serait beaucoup plus équipé que moi, en fait, outillé que moi pour y répondre. Les travaux doivent être menés, mais à très court terme, en fait, c'est dur, en fait, dans une perspective cycle de vie, de donner une réponse précise à cette question-là, parce qu'il y a un paquet de données à aller chercher, de variables, en fait, qu'on n'a pas encore étudiées. Donc, c'est une réponse en fait qui pourrait être donnée justement après une étude cycle de vie, puis j'aurais la misère de mon côté à me prononcer directement en fait. Mais on peut s'attendre justement à... Ouais, mon collègue pourrait vous renchérir, peut-être M. Tanguy a des éléments, des plus d'informations sur ça. Mais malheureusement, je suis pas en mesure de vous répondre aujourd'hui parce qu'en analyse de cycle de vie, la réponse peut être très variable en fonction des hypothèses qu'on entre dans notre modèle, oui. Effectivement, pas une question très simple. Monsieur Tanguy, aviez-vous un complément sur le sujet? Non, écoutez, je pense que c'est étude ciblée cas par cas. Hein. On a vu, on le voit sur, je prends des analogies, sur les batteries. Quand on fait de l'analyse de cycle de vie, de l'électrification par batterie, bon ben voilà, suivant les battery limits, comme on dit, donc les intrants, et vous considérez vos frontières de votre système, vous obtenez des choses très différentes. Pour les cellules solaires, on a connu la même chose il y a quelques années, lorsqu'on comparait la production des panneaux solaires en Chine et aux États-Unis, par exemple, hein, où vous avez de l'électricité carbonée qui est utilisée en Chine pour faire vos panneaux solaires. Bon, ben voilà, il vous faut beaucoup plus de temps pour amortir votre panneau en termes d'émissions de CO2 que si vous prenez, je sais pas, de l'électricité déjà renouvelable américaine. Donc voilà, il n'y a pas de réponse tranchée. Et donc cas par cas, et puis encore une fois, de la rigueur, de la rigueur et de la rigueur. Je retiens qu'effectivement, il y a beaucoup de travaux spécifiques à faire pour venir conclure sur des éléments comme ça. Donc, écoutez, nous arrivons maintenant à la conclusion du webinaire. Je vous remercie. Je veux remercier particulièrement nos présentateurs d'avoir pris le temps d'être parmi nous aujourd'hui. Je vous remercie aussi, chers participants, d'avoir été patients un petit peu avec le débordement et les quelques enjeux techniques. Merci d'avoir été si nombreux à écouter ce webinaire-là. J'espère qu'on a pu répondre à plusieurs de vos questions. On voit, il en reste encore une cinquantaine de commentaires et questions qu'on va regarder, qu'on va éplucher. On va aussi voir comment on peut vous répondre de façon la plus transparente possible. Je profite du moment, effectivement, pour réitérer aussi que le webinaire a été enregistré, sera disponible en différé sur le site de Transition énergétique Québec. Et je réitère aussi la même chose au niveau de l'étude de potentiel technico-économique. Donc, les différents volets vont être disponibles également en ligne sur notre site dans quelques jours, quelques semaines. Donc, sous peu. Et en ce qui a trait maintenant aux suites à donner à l'étude, évidemment, vous comprenez que c'est une première étape, donc c'était des intrants. Tech, chez nous, on va poursuivre les travaux entamés déjà sur la filière de l'hydrogène et on va également élaborer une feuille de route qui va viser à exploiter les créneaux d'utilisation de l'hydrogène dans une perspective de transition énergétique. Donc, identifier les créneaux les plus porteurs, les plus pertinents et agir finalement là pour faire de la démonstration. À ce sujet, je vous invite, en fait, j'invite l'ensemble des promoteurs de projets à nous contacter pour discuter des projets que vous pourriez avoir en main. Il y a déjà beaucoup de soutien financier qui est disponible par nos programmes, notamment pour de la démonstration technologique et évidemment pour discuter des différentes applications de l'hydrogène au Québec dans une perspective toujours de transition énergétique. Ça nous fera grand plaisir de discuter avec vous. Et sur ça, il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois pour votre participation, votre présence, votre intérêt et à remercier de nouveau les présentateurs qui ont su vulgariser, je crois, le sujet si vaste qu'est la filière de l'hydrogène. Beaucoup de travaux encore à réaliser, mais on voit un sujet d'intérêt. Donc sur ce, merci beaucoup et bonne journée à tous.